Donc Anaïs Engel, maîtresse de conférence à l'Université de Rennes 2, et je suis aussi chercheuse associée à l'École normale supérieure de Cachan, maintenant Paris-Saclay, qui déménage d'ici 2 mois sur le plateau. Alors en fait, je travaille dans mes recherches pas du tout sur les retraites, puisque je suis une économiste plutôt de la prison, une économiste du droit. Donc je m'intéresse aux politiques sociales, mais plutôt pour les personnes détenues d'habitude. Et donc comme je le racontais à vos collègues tout à l'heure pendant le déjeuner, en fait ce qui m'a donné envie de bosser sur ce sujet, c'est d'abord que je suis donc membre des économistes atterrés, comme Henri Stervignac, Christophe Rameau aussi, qui est déjà venu ici je crois, et en voyant le discours d'Édouard Philippe à la télévision le 11 décembre, quand il s'exprimait sur le sujet, je me suis dit, mais c'est incroyable le nombre de contre-vérités qu'il peut énoncer à la télévision sans que jamais on le reprenne. Et puis je me suis dit que finalement, j'étais pas spécialiste des retraites, mais j'étais quand même chercheuse en économie, et que finalement, eux non plus n'étaient pas spécialistes visiblement de leur sujet, et eux aussi avançaient beaucoup d'erreurs. Je dis aussi, je ne vais pas avancer d'erreurs de mon côté, mais en tout cas que j'étais aussi légitime qu'eux à m'intéresser au sujet, voire parfois finalement on se dit un peu plus. Donc, je vais vous présenter un peu la réforme en cours, quels sont les différents enjeux, quels sont les différents points sur lesquels, à mon avis, il faut, entre guillemets, attaquer, être offensif et offensive. Je vais commencer par des petits rappels sur le système actuel. Alors, en fait, en ce moment, je passe beaucoup de temps à présenter la réforme des retraites, à la fois dans les universités et dans différents lieux, avec mes collègues, notamment Henri Stervignac, Arthur Jadot, Michael Zemmour, etc. Nous faisons un peu la tournée de différents lieux. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est trop évident, etc. Enfin, bien sûr, je peux m'adapter tout à fait à l'auditoire, évidemment. Alors, donc le système actuel, en quelques mots, très rapidement, donc c'est un système par répartition, normalement, donc ça tout le monde voit de quoi il s'agit, mais j'ai quand même mis un schéma là, donc ça signifie simplement que nous avons donc une population active qui cotise, et ces cotisations sociales, elles financent les retraites des personnes actuellement à la retraite. Donc à un temps T, les cotisations financent directement les retraites, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Ça c'est déjà un point très important sur lequel j'attire votre attention. Ça veut donc dire que c'est un système qui a été fondé après la Seconde Guerre mondiale, même s'il y avait eu déjà un peu des débuts, des bribes de ce système dans les années 30 notamment. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, on a décidé de passer par répartition. Ça veut dire concrètement qu'on enlève du marché en fait, des forces économiques habituelles 330 milliards d'euros par an, puisque c'est la somme que représentent les retraites. C'est assez énorme, ça veut dire qu'il y a 330 milliards d'euros par an qui ne rapportent aucun bénéfice à personne, hormis aux retraités. Donc on voit déjà se profiler l'ombre de personnes qui peut-être voudraient dégager un intérêt de cette énorme somme, 330 milliards d'euros donc, et c'est en fait 750 milliards d'euros par an en France si on ajoute les cotisations maladie, tout ce qui est également famille et chômage, même si depuis 2019 on ne cotise plus pour le chômage. Donc c'est quand même une somme absolument faramineuse qu'en France on retire chaque année du marché. Alors, c'est également du coup un système qui est donc, depuis 1945 à prestation définie, ça veut dire que le montant donc, des pensions est garanti. Par exemple, si vous voulez aller regarder vos droits sur retraite.gouv, on peut tout à fait le faire. Il vous suffit de votre numéro de sécurité sociale, votre numéro lycée, et vous avez directement accès à votre montant de pension estimé si vous partez à tel âge, à tel âge, à tel âge, etc. Bon, évidemment, c'est plus précis quand on se rapproche de la retraite, puisque à 30 ans, c'est plus difficile d'estimer quelle sera la carrière future. Mais par exemple, pour les fonctionnaires, c'est assez bien fait. C'est également donc un système à prestation définie, donc au niveau de pension sont garanties, je l'ai dit, et également où des réformes du coup dites paramétriques vont ajuster au fur et à mesure les recettes et les dépenses pour pouvoir garantir le système. Donc du coup, puisque les dépenses du montant de pension sont fixes, eh bien on va ajuster notamment les recettes. Par exemple, le montant de cotisation, ce qui n'est pas du tout une piste aujourd'hui, mais qui pourrait se faire, où on va par exemple décaler progressivement l'âge de départ à la retraite. C'est un système qui est économiquement viable, donc ça j'y reviendrai notamment par la suite, mais c'est un système qui, donc il faut bien se le dire, c'est un système qui est économiquement viable, malgré toutes les idées reçues à ce sujet, malgré tout ce qu'on nous dit de part et d'autre. C'est un système donc, qui
Par exemple, l'année dernière, la protection sociale en France, dans son ensemble, d'après les derniers chiffres de 2019, qui portent sur 2017, du coup, parce qu'il y a toujours 2 ans de décalage dans les chiffres économiques, on a donc un bénéfice de 5 milliards d'euros par rapport donc, aux 750 milliards d'euros par an pour la protection sociale en France. Donc, globalement, le système est à l'équilibre, il est en petit excédent. Voilà, on pourra en parler, puisque après la crise de 2008, il a été en déficit, puis le déficit a été résorbé petit à petit. Maintenant, nous sommes dans un système donc en équilibre / petit excédent. On y reviendra du coup par la suite. Donc, alors les retraites, si on prend juste les retraites et pas la protection sociale dans son ensemble, pardon, on est donc à environ 320-330 milliards d'euros par an, ce qui représente 14% de PIB. C'est un chiffre qu'on a beaucoup entendu, on y reviendra là aussi par rapport à la réforme. Alors, le système, il est globalement en excédent aujourd'hui, en tout cas à l'équilibre. D'après le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il serait en léger déficit à l'horizon 2025, donc dans 5 ans. Pour différentes raisons, sur lesquelles également, là encore, je reviendrai. C'est un système également donc, qui a des défauts, bien sûr, hein, d'ailleurs c'est là-dessus que s'appuient beaucoup de promoteurs de la réforme, hein, c'est sur ces défauts. Ces défauts, ils existent, c'est sûr. Enfin, par exemple, les indépendants sont peu couverts par le système, les agriculteurs ont des retraites très faibles. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait mettre en avant. Néanmoins, ces défauts, ils n'impliquent pas une telle réforme structurelle du système. On va y revenir. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on peut être contre la réforme actuelle tout en pensant qu'il y a des choses évidemment à améliorer. Hein. Mais bon, ça c'est plutôt une évidence, même si on est souvent taxé de conservateurs réac lorsqu'on s'oppose à cette réforme du système. Alors, bon, maintenant du coup en termes de paramètres, donc il y a différents paramètres dans ce système actuel qui existe maintenant. Généralement, vous les connaissez, hein, notamment l'âge d'ouverture des droits, donc l'âge à partir duquel on peut prendre sa retraite. C'est donc 62 ans, bon, sauf pour les carrières longues et ou pénibles. Il y a également, donc, ce qui rentre en jeu, c'est aussi la durée de cotisation. Donc il faut avoir cotisé 41,5 ans actuellement pour partir avec un taux plein. Ce sera par exemple 43 ans pour la génération 75. C'est quelque chose qui se décale dans le temps. Alors, il y a également, donc, une fois qu'on a cotisé le bon nombre d'années et qu'on a donc 62 ans, imaginons qu'on ait 62 ans et qu'on ait cotisé 41,5 ans, ce qui n'est généralement pas forcément le cas, on peut partir à la retraite. Et là, donc, on a donc une pension. Pour calculer cette pension, on prend donc, dans le secteur privé 50% de la moyenne des 25 meilleures années, donc 93, la réforme Balladur, avant c'était évidemment 10 ans, et donc là le secteur privé a beaucoup perdu au moment de cette réforme déjà. Dans le privé, on a également des retraites complémentaires qui s'ajoutent, et dans le public, on prend donc 75% des derniers 6 mois de traitement, hors prime, alors que dans le privé les primes sont prises en compte, et donc on a 75% de ces derniers mois. Alors quand on voit ça, on se dit que le public est très avantagé, généralement, enfin c'est un peu ce qu'on pense, on se dit le public 75% les 6 derniers mois, le privé 50% des 25 meilleures années. En réalité, quand on compare les pensions du public et du privé, on se rend compte que finalement, c'est pas si différent en fait, à niveau de qualification équivalent. C'est pas si différent, notamment parce que dans le privé, les primes sont beaucoup plus importantes et parce que le régime complémentaire est plus généralisé dans le privé en fait. Donc finalement, c'est pas forcément un régime qui avantage tant que ça les fonctionnaires. Bon, alors, le problème, c'est que généralement, on n'a pas cotisé 41,5 ans quand on a 62 ans, puisqu'on a commencé à travailler plus tard, notamment parce qu'on a fait des études, par exemple, donc on n'a pas le taux plein. Dans ce cas-là, si on n'a pas le taux plein, eh bien, on part avec une décote qui donc représente 5% par année manquante. Si on part donc avant la cotisation requise de 41,5 ans. Et il y a un âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on part forcément à taux plein, même si on n'a pas cotisé à 6 trimestres, même si on a eu une carrière hachée, etc. Donc ça, c'est 67 ans aujourd'hui. Voilà, donc sur le système actuel, c'était à peu près ce qu'on pouvait en dire, pour être assez rapide. Alors, donc là, du coup, ce qu'on nous propose, c'est effectivement une refonte du système. Souvent, on parle de réforme, c'est vrai que c'est même plus qu'une réforme, c'est carrément vraiment une refonte, c'est un nouveau système, en fait, qu'on nous propose. Et donc ça, c'est annoncé par Emmanuel Macron, notamment pour un différent moment.
notamment en août 2019, il nous annonce qu'il veut deux choses. Du coup, un régime qui soit équilibré financièrement, donc je rappelle qu'il l'est déjà, malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs, et deux, un système donc, qui soit juste, c'est donc le maître mot, l'équilibre financier et la justice. Bon. Alors, pour pouvoir en parler, je m'appuie donc sur deux sources. D'abord, donc le rapport de Levoy de juillet 2019, qui est un rapport qui présentait en fait les bases de la refonte voulue par le gouvernement. Ce rapport est bien sûr disponible en libre accès, n'importe qui peut le consulter. Et également donc les projets de loi, puisqu'il y en a donc deux, qui ont été déposés récemment, en janvier. Donc il y a d'abord un projet de loi organique, donc qui modifie la Constitution, et un projet de loi ordinaire, donc qui est un projet de loi classique. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, il n'y avait que le rapport de Levoy disponible. Donc j'avais un peu peur, je me disais, mais quand les projets de loi seront sortis, et qui vraiment, le gouvernement aura beaucoup négocié, beaucoup discuté sur le projet, tout va changer, et donc mes travaux antérieurs ne vont servir à rien. Mais heureusement, finalement, le projet de loi est quasiment identique au rapport de Levoy. Donc c'est finalement un gros plaisir pour une économiste, finalement, pour les chercheurs. Nous n'avons pas eu à travailler beaucoup, puisqu'en lisant le projet de loi, ça correspondait quasiment exactement à ceci près qu'en réalité, dans le projet de loi, il y a 64 articles dans le projet de loi ordinaire, et parmi ces 64 articles, il y en a 29 qui parlent de recours à des ordonnances. Donc en fait, c'est un texte à trous, où finalement les députés vont voter un texte, s'ils le votent, où 29 parties en fait seront envoyées à des ordonnances ultérieures, donc c'est le gouvernement qui va en décider seul. Donc c'est vraiment assez hallucinant. C'est d'ailleurs là-dessus que le Conseil d'État a un peu, même violemment critiqué le projet de loi, c'est le fait qu'il y ait donc beaucoup trop de trous, beaucoup trop de manques par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un projet de loi classique. Donc, du coup, je me réfère quand même au rapport de Levoy pour fournir des chiffres, puisque dans le projet de loi, il n'y a aucun chiffre sur rien. Donc en fait, on n'a aucune garantie sur, par exemple, la valeur du point. On va y venir, mais c'est un point important. Donc ça, du coup, pour fournir un peu ces exemples chiffrés, je les ai pris dans le rapport de Levoy. Voilà, alors, donc on y va. Donc, nouveau système en quelques points. Dans le préambule des projets de loi, on nous dit qu'effectivement c'est un système par répartition et que le gouvernement est effectivement très attaché à l'esprit du Conseil national de la résistance qui a fondé ce beau système des retraites en 1945. On verra par la suite que on peut quand même douter un peu de ce point. Néanmoins, dans le préambule, il y a écrit système par répartition. C'est donc toujours les cotisations des actifs actuels qui permettent de financer les retraites des retraités actuels. D'accord. Alors là, en revanche, ce qui change, c'est qu'on passe d'un système à prestation définie, donc où le montant des pensions est garanti, et que ce sont du coup les recettes qui s'ajustent pour pouvoir les garantir, à un système à cotisation définie. Donc là, ça veut dire que ce sont les recettes qui sont garanties, aucunement le montant des pensions. Donc, on va tous, en fait, on va tous. Il ne faut pas trop parler au futur, peut-être, parce qu'en fait, on va gagner finalement la mobilisation, et donc il n'y aura pas de projet de loi. Mais si le projet de loi était adopté, donc c'était le cas, eh bien dans ce cas-là, on aurait cotisé tous 28% de notre salaire. Donc en fait, c'est pas vraiment notre salaire, c'est notre coût du travail. En fait, c'est la case en bas à droite des bulletins de paie, le coût total employeur, qu'on appelle en économie un salaire super brut. Donc dans le salaire super brut, il y aurait donc déjà 17% qui seraient pris en cotisation employeur et 11% qui seraient pris en cotisation donc, salariale, pour aboutir au salaire net. Bon, évidemment, il y a aussi d'autres choses qui se passent pour le salaire brut et le salaire net, comme la cotisation pour maladie, invalidité, etc. Mais pour les retraites, il y aurait donc 17% de cotisation employeur, 11% de cotisation salariale. D'accord, donc ça fait donc 28% de cotisation pour tout le monde. Ce qui déjà, en tant qu'économiste, interpelle beaucoup, puisque après la Seconde Guerre mondiale, on a donc décidé d'un système où en fait, si vous voulez, les caisses d'assurance sociale étaient extrêmement séparées de l'État, parce qu'on n'avait pas trop confiance en l'État en 1945. En fait, donc, ces caisses étaient gérées par les travailleurs et par le patronat directement. Mais ce qu'on a quand même décidé, c'est que l'État, en tant qu'État employeur, cotiserait beaucoup plus, pour notamment les fonctionnaires. Donc, dans la fonction publique, on a des cotisations d'employeurs qui sont de l'ordre de 70%. Croyez-le ou non. Et donc là, on va passer d'une cotisation sociale employeur de 70% pour les fonctionnaires à 17%.
pour les fonctionnaires également. Ça fait donc quand même 50 ans de pourcentage en fait, de baisse. Donc là, on commence à voir un peu que le grand gagnant de la réforme, c'est aussi l'État en tant qu'employeur, qui va donc ramasser c'est l'ordre d'environ 42 milliards d'euros par an par ces baisses de cotisations pour les fonctionnaires. Ce qui est quand même beaucoup, 42 milliards d'euros par an. Voilà. Bon, je passe sur ce point, mais qui interpelle quand même. Alors, donc ce système de cotisation défini, l'article 1 de la loi, du projet de loi organique nous dit que ce sera un système qui sera équilibré. C'est donc une règle d'or budgétaire. Donc c'est aussi ce qui interpelle quand on entend les ministres, notamment dans les médias, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire que cette réforme n'est pas budgétaire. Or, l'article 1 du projet de loi organique nous dit que c'est un système qui devrait être équilibré. Donc, hormis si je n'ai pas la même définition de mot budgétaire qu'eux, moi je pense quand même que c'était un projet de loi budgétaire. En tout cas, ça en a tout l'air. Alors, ce qui a beaucoup circulé, c'est donc l'idée d'un plafonnement des dépenses à 14% du PIB. Ce chiffre, il n'est pas dans le projet de loi, mais en revanche, on peut le retrouver, puisqu'en fait, le gouvernement parle de plafonner la part des dépenses liées donc, aux retraites chaque année au niveau actuel, qui est donc de 14%. Donc, ça correspond assez bien, finalement. C'est un plafonnement, ou bien peut-être aussi une baisse, hein, mais ça, par contre, ils ne disent pas le contraire. C'est pas en tout cas un niveau à atteindre, c'est un niveau à ne pas dépasser. Voilà. Bon, donc, il y a ce premier point, on va plafonner les dépenses à 14% du PIB. Le deuxième point, c'est donc que là, on aura des prestations qui vont correspondre exactement aux cotisations sociales versées. Donc ce qui pose encore un problème, notamment pour les fonctionnaires. Je le rappelle, parce que ça fait donc 42 milliards en moins chaque année de cotisation. Hein. Donc là, du coup, on commence à avoir un peu peur en tant que fonctionnaire, mais pas seulement, parce que finalement, c'est aussi des ressources en moins pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Bien. Donc, plafonnement. Ok. Donc alors, l'autre grande nouveauté dans ce système, c'est donc le fameux système à points. On va donc avoir tous des points. Alors, donc les points sont obtenus par les cotisations, donc je vous donnerai quelques chiffres là-dessus, et donc ils sont obtenus sur toute la carrière professionnelle. Donc là, du coup, on passe les 6 derniers mois pour les fonctionnaires à toute la carrière, et on passe les 25 meilleures années pour le privé à toute la carrière. Le gouvernement il joue beaucoup là-dessus parce qu'il parle beaucoup il utilise beaucoup le vocable on va accumuler des points. Donc du coup on se dit tous oui on va accumuler chacun la petite cagnotte de points et même si à un moment je travaillais pas beaucoup, je travaillais quelques heures dans le mois, et bien c'est pas grave, c'est toujours un point de prix. Et hop, je prends mon point, je mets dans ma cagnotte. Mais en réalité ça correspond vraiment à faire une moyenne sur beaucoup plus longtemps. Enfin, c'est-à-dire que c'est juste ça. C'est-à-dire que là, c'est comme si on prenait les 25 meilleures notes d'un élève, et bien on va ajouter les 15 moins bonnes. Donc forcément, la moyenne baisse. Enfin, je ne vois pas mathématiquement comment ce serait possible autrement. Mais bon. Donc en tout cas, du coup, on va prendre toute la carrière. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout le monde y perd. Public comme privé, comme les différents régimes. Enfin, tout le monde y perdrait. Et donc la deuxième chose qui répète un peu partout, qui est répétée beaucoup dans les médias, c'est que chaque euro cotisé rapporte le même nombre de points pour tout le monde. Ce qui serait, d'après le gouvernement, quelque chose de très très juste. En réalité, c'est juste quelque chose qui est égalitaire, ce n'est pas forcément équitable, puisque par exemple, quand on a une espérance de vie très différenciée entre les gens, le fait qu'on cotise la même chose à chaque fois n'est pas forcément plus juste. Bon, ça aussi, on y reviendra par la suite. Donc bref. Et donc, dernière chose, c'est un régime qui est dit universel. Voilà, donc le système qui s'applique à tous, ce qui est déjà le cas en fait. Hein, le régime est déjà universel, tout le monde est concerné par le système de retraite en France. Et donc, dans le projet de loi, on apprend quand même que ça s'appliquera à tous, mais bon, alors c'est aux policiers, aux contrôleurs aériens, aux personnels navigants de l'aviation, aux marins, etc. Donc, il y a beaucoup de professions qui sont un peu listées comme ça, comme gardant l'ancien régime. Et qu'on en vient, qu'on plaint un peu, puisque finalement, ils ne bénéficieront pas de ce magnifique nouveau système. C'est un peu dommage. Le nouveau système. Alors maintenant, en termes de paramètres, qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi pour les paramètres? Qu'est-ce qui change par rapport à ce qui est déjà en place? Alors, l'âge d'ouverture des droits, il reste de 62 ans. Donc c'est l'âge à partir duquel on peut commencer à vouloir partir en retraite. Il y a 62 ans, y compris pour les carrières longues et pénibles, qui, elles, du coup, perdent 2 ans, en fait, par rapport à l'ancien système.
Alors, la pension de référence, du coup, ben là, en fait, il y a plus l'histoire de nombre de trimestres cotisés, puisque donc, à partir de 62 ans, tout le monde peut choisir de liquider ses points et d'avoir donc une certaine pension. Alors, donc elle est calculée à partir des points obtenus tout au long de la carrière, donc prime incluse, ce qui, donc, pour les fonctionnaires, constitue entre guillemets une avancée, sauf dans les corps où il y a très peu de primes, hein, comme par exemple la fonction publique hospitalière, qui n'est pas du tout, enfin, pas vraiment concernée. Alors, donc on va avoir un système comme ça, où on va d'abord donc cotiser, ça va donner des points qui seront ensuite convertis en pension de retraite. Donc en gros, ça ajoute une strate en plus, des points, par rapport à ce qui existait avant. Alors, donc, dans le rapport de Levoy, on dit que la valeur d'achat du point, ce sera donc 10 € cotisés seront égaux à 1 point. Bien, donc ça encore une fois, c'est pas du tout dans le projet de loi. Donc ça, c'est encore à discuter. Dans le projet de loi, il est juste écrit que ce sera discuté par ordonnance, enfin, sera décidé par ordonnance, mais qu'il y aura un conseil, un haut conseil de retraite, quelque chose comme ça, qui décidera ça, enfin, qui donnera des préconisations en 2021. Oui, c'est ça, 2021. Et ensuite, donc, la valeur de vente du point, donc on aura, enfin, dans le rapport de Levoy, il est écrit 1 € égale 0,55, pardon, 1 point, pardon, égale 0,55 € de retraite annuelle, donc divisé par 12 pour avoir, en fait, le montant que ça représente sur un mois. Bien. Alors, donc, on a beaucoup entendu parler, on a beaucoup entendu Édouard Philippe nous garantir constitutionnellement la valeur du point. C'est pas dans le projet de loi, c'est quand même marqué qu'elle sera sûrement garantie, la valeur du point, mais dans le projet de loi, on lit que sera garantie la valeur de vente de points. Donc, on aura sûrement toujours 1 € égale 0,55, pardon, 1 point égale 0,55 centimes, 55 €, je vais y arriver, donc je reprends. On aura toujours, peut-être, si ça inscrit vraiment, enfin, si le projet de loi voté l'indique toujours, on aura 1 point égale 0,55 € de retraite, mais rien n'indique que la valeur d'achat du point sera, elle, garantie. Donc si un jour un point vaut non pas 10 € mais 12 €, ce qui serait du coup extrêmement facile à faire, puisque c'est juste des petites des modifications paramétriques du système, là du coup on n'aura pas de garantie là-dessus. Alors, donc, à cela, donc, normalement un système à points, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles alors c'est une raison pour laquelle certains pays l'ont mis en place, par exemple, c'est que un régime à points, ça a l'avantage de permettre aux gens de choisir un peu leur âge de départ. Ils peuvent partir à 30 ans s'ils considèrent que c'est suffisant, à 63 s'ils considèrent que c'est suffisant, etc. Bon. Voilà, bon. Le problème, entre guillemets, c'est que dans cet édifice, le gouvernement a ajouté l'âge d'équilibre. Donc l'âge à partir duquel, en fait, on peut vendre ses points sans décote. Et cet âge, il est fixé, donc, pour l'instant, à 65 ans pour la génération 75, 66 ans pour la génération 90, et du coup, c'est à peu près 1 an de plus tous les 15 ans. Donc ça fait à peu près 67 ans pour la génération, en fait, 2005. Bon, alors, l'âge d'équilibre, pour l'instant, il fait l'objet un peu de débat. Alors, on a annoncé qu'il était suspendu, ce qui est extrêmement étonnant, encore une fois, mais il y a beaucoup de choses étonnantes dans ce projet de loi. Il n'est pas tellement suspendu, puisqu'en fait, dans le projet de loi, il y a effectivement un article bis, c'est-à-dire un article qui a vocation à être supprimé par la suite, mais cet article bis, il concerne donc les gens nés avant 1975, qui, eux, ne seraient peut-être pas concernés par l'âge d'équilibre, mais il est également inscrit qu'ils devront de toute façon trouver un moyen d'avoir un système équilibré, sans passer ni par des baisses de pension, ni par des hausses de taux de cotisation. Donc quand on enlève tous les paramètres, finalement il n'en reste plus qu'un, c'est soit on instaure un âge d'équilibre, soit on recule l'âge de départ à la retraite, mais dans tous les cas, on recule l'âge de départ à la retraite. C'est un peu un dialogue de sourds. Le gouvernement est assez habitué à ça, parce que pour l'assurance chômage, il a fait exactement les mêmes pratiques, où il a demandé aux syndicats de négocier des choses innégociables, en fait. Donc finalement, eh bien, il a conduit à une réforme très très brutale et très dure de l'assurance chômage. Donc c'est un classique maintenant. Voilà, donc c'est ce que je voulais. Il y a effectivement pour la génération 75, une conférence de financement est en train de s'organiser, se tenir. Donc, l'âge d'équilibre, il inclut donc une possibilité de décote ou de surcote. Ça veut donc dire que si on part avant l'âge d'équilibre, par exemple avant 65 ans pour la génération 75, imaginons, eh bien on aura 5% de décote par année manquante. En réalité, c'est plus que 5%, parce que donc c'est plus que dans le système actuel, puisqu'en fait, on n'accumulera pas de points pendant ces années-là.
Et du coup, ce que le gouvernement oublie de dire, c'est que c'est plutôt proche de 7 à 8% en fait, la décote par année manquante. Bon, donc ça, c'est aussi quelque chose qui interpelle. Et enfin, donc voilà. Là, on pourrait dire que c'est déjà assez compliqué, c'est quand même déjà une belle usine. Hein. Bon, alors, je ne dis pas que le système actuel est simple, hein, bien sûr, mais néanmoins, c'est quand même déjà un bel appareillage. Et à cela s'ajoute la question de la durée de cotisation, puisque le gouvernement n'arrête pas de parler d'une carrière complète pour pouvoir atteindre les fameux donc 85% du SMIC, qui sont aujourd'hui équivalents à 1 000 euros. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète? Bon, eh bien, dans le projet de loi, une carrière complète, c'est donc 43 annuités. Donc en fait, voilà, c'est une longue carrière complète, c'est-à-dire que peu de gens seront concernés par ce fameux SMIC à 85%. J'en profite au passage pour indiquer que cette histoire de retraite à 85% du SMIC, elle était en fait déjà inscrite dans une loi de 2003 qui a été notamment qui a été portée par un certain Jean-Paul Delevoye, qui à l'époque était déjà ministre et qui a fait donc qui a préparé une loi sur cette histoire de minimum de pension de retraite à 85% du SMIC pour une carrière complète. Il n'y a jamais eu de décret d'application, mais donc 15 ans après, le même Jean-Paul Delevoye nous recommande de faire un minimum de retraite à 85% du SMIC. Oui, et on sait ce que c'est une annuité? Une annuité, alors oui, une annuité, du coup, ça correspond à... du coup, alors, il faut avoir cotisé, du coup... en fait, c'est plus en trimestre, c'est en mois, dans la mois. Donc, c'est en 12 mois, et c'est à minimum 50 heures par mois. À 50 heures par mois travailler, minimum, pour valider un mois. C'est comme aujourd'hui, en fait, sauf que c'est par mois. Voilà, exactement. C'est qu'en fait, aujourd'hui, 150 heures par trimestre. Là, ils ont mis à 50 heures par mois. Bon, alors, ce qui... Après, du coup, ça dépend des profils, mais c'est vrai, c'est un peu... Voilà, 50 heures par mois. Donc il peut quand même y avoir des points perdus si quelqu'un ne touche pas 50 heures par mois. Enfin, si on va à l'extrême, chaque point est 10 à l'époque qui va compter, c'est pas vrai. Oui, alors en fait, donc ça c'est pour la carrière complète seulement. C'est-à-dire que les points normalement correspondent tous. Enfin, ouais. Mais ça veut dire qu'un seul mois à 49 heures fait perdre la nuitée complète? Non, on fait perdre un mois. Donc en fait, il faut avoir 12 fois 43 quoi, pour avoir les carrières complètes. Ah oui, 12 fois 43. Voilà, tout à fait. 12 fois 43. Voilà, donc ça du coup c'est pour le nouveau système, c'est ce qui est annoncé, donc c'est ce qu'on a comme annonce. Alors, donc un bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire alors, on peut en dire, bon alors déjà, ce qu'on veut savoir c'est qui gagne et qui perd. Bon, alors, en fait, il est probable quand même que toutes les pensions vont diminuer à l'avenir. Alors bon, juste avant de dire ça, il peut y avoir effectivement des cas qui peuvent gagner peut-être en coin dans la réforme. C'est notamment les agriculteurs qui effectivement effectuent souvent des carrières complètes et qui ont des très petites pensions. C'est aussi peut-être les indépendants qui vont peut-être plus être attachés au système. Et c'est également certainement les salariés à haut revenu pour différentes raisons. Bon, en tout cas, oui. Ouais. Quel taux de cotisation ces gens-là? Du coup, ils ont une cotisation à peu près équivalente aux salariés. Enfin, c'est-à-dire que c'est des caisses. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils payent un tout petit peu plus, j'aurais dit. Oui. Ah, mais effectivement, du coup, oui, effectivement, si jamais ils payent. Oui, d'accord, le salaire peut aussi diminuer maintenant. Ouais. C'est une bonne question. Mais effectivement, c'est un point sur lequel il faut que. La difficulté, c'est que les agriculteurs, en général, ils ne se versent pas de salaire quand ils sont en difficulté. C'est ça, non? Mais oui, c'est ça, en fait, les agriculteurs, c'est de toute façon, ils n'ont pas de salaire. Après, du coup, le problème, c'est que comment est-ce qu'ils vont faire le problème, c'est l'application de cette histoire, c'est comment est-ce qu'ils vont faire reconnaître 43 annuités sans avoir forcément de salaire certains mois, etc. On y en travaille, bien sûr, puisqu'on travaille toujours quand on est agriculteur. Donc ça va être un peu, l'application va être un peu compliquée. Bon, si ça marche, ces gens-là peuvent y gagner. Bon, voilà. Donc il y a beaucoup de conditions. En revanche, donc, nous, depuis Satiri, en général, on pense que toutes les pensions vont diminuer à l'avenir. On pense ça parce que, alors déjà, premièrement, parce qu'on va prendre en compte toute la durée de la carrière, donc forcément on prend en compte aussi les moins bonnes années, les années hachées, les années qui se passent mal, etc.
Donc dans le système actuel, on a droit... C'est vis-à-vis du montant, ça. Oui, par rapport au montant. Voilà, donc toutes les pensions vont diminuer parce que donc on va prendre en compte toutes les années pour pouvoir calculer les pensions. Alors dans le système actuel, c'est vrai que si on a par exemple une carrière hachée, ou par exemple on a, mettons, on prend un cas extrême, 15 ans de chômage et 25 ans de travail pour les salariés du privé. Alors là du coup effectivement le montant de la pension sera calculé sur les 25 millions d'années, donc du coup on a droit entre guillemets à 15 ans de joker, mais bien sûr voilà, on n'a pas de faisabilité, du coup on devra travailler jusqu'à 67 ans pour pouvoir ne pas avoir de décote. Oui. Aujourd'hui, quand on touche l'assurance chômage, ça valide des trimestres, non? Oui, c'est un peu celui. Non mais bon, c'était un cas extrême de, on va pas dire chômage, mais quelqu'un qui ne fait rien, qui est hors du marché du travail. Oui, ça valide le trimestre. Ça en valide quelques-uns, ça en valide. Voilà, ça en valide. Ça en validerait plus du tout dans le. Voilà, ça en validerait plus du tout, puisqu'il faudra 50 ans de toute façon. Voilà, donc du coup, donc effectivement, donc, on avait entre guillemets 15 ans de joker, de petits salaires possibles, et quand même, la pension pouvait être à peu près correcte, quoi. Alors que bon, là, il n'y a plus aucun joker, tout compte, donc vraiment, il va falloir être performant du début à la fin pour pouvoir espérer avoir une bonne pension. Bon, donc ça, d'accord. Alors, donc c'est le premier point. Mais le deuxième point qui fait qu'à notre avis, les pensions vont diminuer, c'est le fameux plafonnement, 14% du PIB. Si on a le même gâteau avec plus de retraités pour se partager, ben forcément, les parts vont être plus petites. Enfin, c'est pareil, Sauf si le PIB augmente. Sauf si le PIB augmente, mais les taux de croissance sont plus à 1% ou inférieurs à 1% au nombre que par rapport. Quand on compare la croissance démographique du nombre de retraités et la croissance économique potentielle, la croissance démographique est supérieure. Donc en fait, on se dit qu'on aura un problème. Ouais. Et en termes de taux de remplacement, pour le coup, là, on est sûr que les retraités y perdent. C'est-à-dire que peut-être en pouvoir d'achat, par rapport à ce que serait une pension dans le système actuel, si jamais la croissance est suffisante, éventuellement il n'y aura pas de perte. Mais en diminution du niveau de vie au moment de partir à la retraite, là c'est sûr que ça va faire de plus en plus mal. Bah oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, il y avait donc ces deux points, et puis donc la troisième incertitude, c'est la valeur du point, qui encore une fois ne sera pas garantie. La valeur de revente sera sûrement garantie par un système quelconque, encore à définir. La valeur en revanche d'achat du point, elle, ne le sera certainement pas. Donc, si toutes les pensions diminuent à l'avenir, eh bien, c'est là où on peut quand même s'interroger sur la capitalisation possible. Puisque si on nous dit à tous et à toutes qu'on va avoir moins de pensions, il est fort probable que l'on se dirige individuellement vers la capitalisation. Enfin, du moins, ça paraît un réflexe assez cohérent et assez humain. Donc, donc c'est là, effectivement, où reviennent les fameux intérêts privés qui... aurait effectivement intérêt à mettre le grappin sur ces fameuses sommes. Donc c'est pas du tout une théorie du complot, en soi mes élèves me parlent de théorie du complot, c'est pas du tout une théorie du complot, c'est plus en fait un intérêt économique, c'est tout simplement ça. Quand il y a un intérêt économique, il y a souvent des gens pour vouloir en profiter derrière, et là en l'occurrence, l'intérêt économique il est énorme. En fait, la capitalisation, je rappelle, c'est donc le système où en fait donc chacun individuellement et chacune va placer de l'argent dans donc, un fonds de pension, et donc des années plus tard, le fonds de pension restituera ces sommes pour une retraite. Le problème, c'est que il y a plusieurs problèmes. C'est que donc déjà, le fonds de pension, lui, va essayer de faire du bénéfice à partir de ces sommes, notamment en les plaçant sur les marchés financiers pour toute la durée de la carrière de la personne. Et donc déjà, le premier problème, c'est que du coup, on rémunère aussi d'autres choses que juste nos retraités. On rémunère des agents privés, ce qui déjà est peut-être un peu problématique. Et le second problème, c'est surtout que dans la case fonds de pension, dès qu'il y a une crise financière, les fonds de pension risquent de s'effondrer. Et aux États-Unis, on a vraiment eu des gens qui se sont retrouvés avec quasiment rien, alors qu'ils avaient cotisé toute leur vie, parce que tout était perdu. J'ai l'impression, c'est d'autant moins du complotisme de dire ça que les fonds de pension eux-mêmes n'avancent pas spécialement masqués et ils disent eux-mêmes que c'est un problème pour eux qu'en France, l'épargne ne soit pas drainée par le secteur privé. Tout à fait. Donc alors du coup, effectivement, c'est un problème. Alors c'est un problème, donc effectivement, ils n'avancent pas masqués. Alors déjà, juste une petite expérience, si vous tapez donc BlackRock, donc le premier, qui est donc un peu le fer de lance, un peu tout ça, donc BlackRock, vous tapez sur Google BlackRock retraite, et vous tombez directement sur une note interne à BlackRock, disponible pour tout le monde,
où BlackRock explique à quel point est-ce que ils aimeraient bien justement, récupérer un peu l'épargne retraite française, que ça représente un bon marché d'investissement, qui se positionne, qui sont positionnés, etc., etc. Donc là, du coup, on se dit, ah oui, ok. Également, donc, la deuxième chose qui dit que je n'avance pas masqué, c'est que l'article 64 du projet de loi ordinaire qui a été soumis en janvier parle justement des plans épargne retraite. Donc il parle directement du coup de l'épargne individuelle que le projet de loi entend favoriser. Donc c'est ça l'article 64, c'est donc de favoriser le recours au plan épargne retraite. Donc là on se dit effectivement, mais c'est comme si en fait on avait écrit dans le projet de loi les grands gagnants de ce projet quoi, finalement. Voilà, donc du coup tout le monde, partout les pourcents vont diminuer certainement. Voilà, donc potentiel gagnant, donc indépendant, exploitant agricole, cadre supérieur. Les cadres supérieurs sont... encore que, en fait, c'est un point qui est sujet à caution parce que la CFE-CGC est elle-même extrêmement contre ce projet et beaucoup de cadres à haut revenu se sont opposés publiquement donc, à ce projet. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, donc là, aujourd'hui, on a un système où finalement les hauts revenus, donc les hauts salaires, cotisent donc comme tout le monde jusqu'à 270 000 euros brut, et ensuite ils n'ont donc qu'une très faible cotisation sur le reste, sur la partie supérieure de leur salaire. Dans le projet de loi, ce qui est prévu, c'est donc de baisser ce seuil de 270 000 euros à 120 000 euros brut. Ça fait donc 10 000 euros brut par mois. D'accord, donc du coup en fait toute la partie avant 120 000 euros brut serait donc serait soumise à cotisation à hauteur de 28% et toute la partie supérieure serait soumise à cotisation à 2,8%. Donc déjà on dit souvent que c'est du coup la preuve d'une grande solidarité puisqu'il paierait du coup une cotisation uniquement de solidarité. Alors c'est un peu fou puisqu'en fait on la paye tous cette cotisation de solidarité. En fait on cotise 25% pour les retraités, pour un peu pour nos droits à nous, dans le système tel qu'il est prévu, et 2,8% de solidarité pour tout le monde. Donc en fait, c'est pas seulement les plus riches qui paieraient la taxe la cotisation de solidarité. Mais donc, ça implique du coup qu'ils vont donc ne plus payer de cotisation pour toute cette partie de leurs revenus. Donc ils pourraient en fait commencer à capitaliser très vite à partir de cet argent, au-dessus de ce seuil-là. La CFE-CGC, donc le syndicat notamment des cadres, indique néanmoins qu'elle est entièrement contre cet abaissement du plafond, puisqu'elle s'affirme attachée au principe de répartition, donc au principe de solidarité qui fait qu'on cotise pour tout le monde finalement. Bien, donc ça c'est par rapport aux gagnants. Donc les perdants, en fait il y en a beaucoup, en fait là j'ai mis en particulier les fonctionnaires, mais en fait c'est aussi les gens du privé, c'est-à-dire vraiment tout le monde risque d'y perdre, mais en particulier les fonctionnaires qui ont donc peu de primes, puisque eux sont complètement laminés par ce nouveau système, et ceux qui vont y perdre le plus, c'est surtout ceux qui ont des carrières fractionnées ou précaires, et également les carrières longues et ou pénibles, qui sont donc moins prises en compte dans le nouveau projet de loi. Donc pour en fait les plus précaires, c'est vraiment une catastrophe ce projet de loi. Tout dépend en fait de la valeur du point, qui encore une fois n'est pas, pourrait être garantie par un bout, pas par l'autre. Donc voilà. Alors, donc le bilan aussi c'est par rapport à l'étude d'impact. L'étude d'impact de ce projet, donc elle fait 1024 pages. On s'est attelé à sa lecture avec les différents économistes atterrés. Le problème c'est que cette étude d'impact, elle est fausse, voire carrément mensongère, on peut dire. C'est d'ailleurs ce que le Conseil d'État étrille dans ses remarques par rapport au projet de loi. C'est-à-dire qu'elle est basée sur des hypothèses qui sont très peu crédibles. Il y en a beaucoup, par exemple des hypothèses de croissance qui sont au minimum de 1,3%, alors que ce serait bien un maximum plutôt qu'un minimum. Il y a également des hypothèses sur en fait, tout un tas de paramètres économiques, et surtout, ce qui est très souvent dans cette étude d'impact, c'est qu'elle prend toutes les générations, c'est-à-dire que vous avez notamment des cas types avec des gens nés en 1975, nés en 90, nés en 2005, etc. Et pour toutes ces générations, l'étude d'impact prend comme hypothèse que l'âge d'équilibre sera fixé à 65 ans. Alors que dans la loi, l'âge d'équilibre, justement, il est écrit qu'il ne sera pas 65 ans pour ces générations-là. Donc il y a plein de choses comme ça qui faussent complètement le calcul, qui avaient des résultats complètement biaisés, et qui finalement, en fait, on ne peut pas du tout s'y fier. Les simulateurs, de la manière mis en ligne par le gouvernement, du coup reposant sur les mêmes hypothèses, ne sont pas du tout fiables, malheureusement, à l'heure actuelle.
Voilà, puis donc il y a aussi autre hypothèse qui pose question également, c'est que tout le monde commence sa carrière à 22 ans, y compris par exemple les profs, etc. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, pour devenir professeur, il faut déjà avoir un M2, donc en fait il faut avoir un bac plus 5, donc 22 ans c'est pas réaliste. Les seuls pour lesquels ils ont mis un âge différent sont donc les enseignants-chercheurs et les chargés de recherche au CNRS, où ils indiquent dans leur cas type 28 ans, comme âge d'entrée dans le corps des maîtres de conférences et des chargés de recherche. En fait, en moyenne, c'est plus. Bon. Passons. Donc, c'est finalement un projet qui est assez flou et sur lequel la seule certitude qu'on peut avoir, à mon avis, c'est que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà, c'est que finalement, il y a quelque chose qui se trame dans cette histoire. Alors, passons maintenant du coup à 2 points précis, le financement et la justice sociale. C'était quand même ça dont on parlait pour appuyer le projet. Donc le financement. Le problème, c'est comme je l'ai déjà expliqué, c'est que ce projet de loi, il fait perdre beaucoup d'argent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et donc, potentiellement, il est très dangereux. C'est donc, je l'ai dit, 42 milliards d'euros par an, rien que pour les cotisations qui manquent pour les fonctionnaires de la part de l'État. Donc ça, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et certes, le gouvernement parle beaucoup d'augmenter le salaire des fonctionnaires, notamment les enseignants, qui sont un peu le fer de lance aussi d'une partie de la contestation. Et donc en fait, si encore ces 42 milliards, entre guillemets, servaient à augmenter les salaires, néanmoins on parle plutôt de sommes ridicules par rapport à ces 42 milliards. Donc on ne sait pas trop où elles vont aller pour l'instant. Alors, donc c'est... oui, donc je marqué 45 pour plutôt 45-42, autant pour moi. Donc manque à gagner sur les fonctionnaires et manque à gagner également sur les hauts salaires, puisque donc les hauts salaires vont moins cotiser, entre 120 000 euros et 70 000 euros bruts par an. Or, pendant la période de transition, il faudra continuer à payer de très hautes retraites pour ces gens qui, en même temps, cotiseront beaucoup moins. La période de transition, elle est également extrêmement floue. Donc il y a différentes solutions donc avec ce manque à gagner, soit on baisse les pensions, voilà, soit on baisse le nombre de retraités, et pour faire ça, on augmente l'âge de départ. Voilà, donc comme ça, il faut moins de retraités, donc moins de pensions à payer. Il y a 2 solutions. Alors, donc ce projet de loi, pour nous, il est inutile, compte tenu de l'équilibre actuel du système, et donc c'est là que j'aimerais parler un peu de la question du déficit, qui est donc, d'après le Conseil d'administration des retraites, d'environ 7 à 17 milliards en 2025. Effectivement, donc, on peut s'attendre à un prochain déficit du système d'assurance vieillesse. C'est un problème, évidemment, mais quand on parle de déficit, il faut toujours, à mon avis, en tant que citoyen ou citoyenne, se demander d'où il vient. Parce que l'argument du déficit, c'est vraiment un argument implacable. On ne peut rien faire par rapport à ça, et n'importe lequel d'entre nous, certainement, sera volontaire à se sacrifier, entre guillemets, un peu, pour maintenir un système qui, par ailleurs, semble très profitable à tous et à toutes. En l'occurrence, le déficit, il vient ici de 2 principales sources. Il vient ici d'abord depuis quelques années, de la baisse du nombre de fonctionnaires. Puisque donc on réduit le nombre de fonctionnaires, forcément les fonctionnaires cotisent plus, c'est un manque à gagner à chaque fois pour les caisses. Donc ça vient du coup en partie de ça. La deuxième source, et là elle est beaucoup plus massive et assez pernicieuse depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, vous avez donc en France beaucoup de dispositifs qui consistent à réduire les cotisations sociales pour les salaires proches du SMIC. Voilà, donc ça s'appelle les exonérations de cotisations sociales. Bien, ces exonérations, donc, comme je l'ai dit, à la Libération, quand on a créé le système, on a bien séparé l'État et les caisses d'assurance sociale. Donc, à partir du moment où l'État prenait des mesures de politique économique pour pouvoir favoriser l'emploi qui concernait les caisses, il devait en contrepartie compenser ces mesures et donc rembourser aux caisses d'assurance sociale le montant équivalent aux exonérations. Ça paraît logique. Ça a notamment été mis en place dans une loi qui porte le nom de Simone Veil, la loi Veil sur les retraites, sur le système de protection sociale. Mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, depuis en particulier 2018, par décret, on a imposé aux caisses, donc, par décret, et également aussi par une réforme par un projet de loi de financement de la protection sociale 2018, l'État a dit, maintenant, moi je peux continuer à exonérer de cotisations sociales certaines entreprises, des entreprises pour des salaires aux alentours du SMIC, sans compensation. Donc, ça veut simplement dire que les mesures de politique économique pour résorber le chômage sont financées par les caisses nationales d'assurance vieillesse,
qui du coup sont en déficit. Donc finalement, ce sont nous tous, un peu, par nos futures moindres retraites, qui finançons des politiques actuelles de baisse du chômage, qui en plus n'ont jamais montré leur efficacité. Donc voilà, nous sommes en train en fait tous de payer pour des politiques économiques qui n'ont rien à voir avec ces caisses de retraite, normalement. Bon, donc finalement, ces deux sources-là s'agrègent et conduisent à un déficit de l'ordre de 7 à 17 milliards d'euros annoncé en 2025. Mais encore une fois, c'est un déficit qui finalement est artificiel. C'est un déficit qui normalement aurait dû être pris en charge par l'État, à la fois par l'embauche de fonctionnaires et par également la compensation de ces exonérations de cotisations sociales. Donc c'est vraiment hallucinant quand on y pense bien, et c'est un peu des mécanismes similaires qui sont toujours à l'œuvre quand on parle de déficit. On peut voir des choses un peu pareilles par rapport au déficit public, qui généralement aussi, quand on creuse bien, ne sont pas forcément dus aux sources que l'on croit, quoi. Tout ça pour pouvoir le résumer, ce n'est pas parce que les recettes, que les dépenses explosent, parce que nos retraités explosent, qu'on ne peut plus faire face à ce système. C'est vraiment parce que le déficit a été créé, sinon le système serait viable, mais il est vraiment viable, et ça vraiment il faut le dire à tout le monde, tant les gens à qui on parle autour de soi sont convaincus qu'il faut réformer parce qu'il y a un déficit. C'est vraiment une question importante à mon avis. Donc j'insiste juste, parce que c'est vraiment pour moi une question très importante, la question du chantage à la dette. Quand on cherche sur internet un petit peu, on peut tomber sur une note interne du FMI qui parle, donc c'est un peu différent de notre cas à nous, mais qui s'adresse donc à l'État grec. L'État grec qui doit donc mener des réformes très importantes, puisque dans la situation dans laquelle il est, et qui notamment a dû faire passer la baisse de moitié à traitement des fonctionnaires, ce qui n'est pas forcément facile à encaisser. Et donc le FMI dit à l'État grec en substance, pour faire passer ces mesures d'une grande violence sociale, appuyez-vous sur le déficit, mettez-le en scène, mettez-le en valeur, et ça passera, puisque les gens sont convaincus qu'il y a un déficit, il faut réformer. Et là, quand on dit ça, on se dit en tant que citoyen ou citoyenne, et pas seulement d'économiste, on a un peu plus de vertige, là, si vous voulez, parce qu'on se dit qu'effectivement, c'est très facile de faire passer des mesures violentes, en réalité. Alors, ce qui est d'autant plus bizarre dans cette histoire, c'est qu'en plus, le gouvernement se refuse complètement à prendre une solution qui est mise en avant par beaucoup d'économistes qui disent, soit, imaginons, le déficit, s'il apparaît en 2025, pour ces raisons qui sont spécieuses, mais néanmoins, trouvons autre chose, les économistes, certains économistes disent, si plutôt on augmentait le taux de cotisation. En faisant passer notamment, en fait ça correspond à peu près à plus 1% sur 5 ans, ce qui n'est pas énorme, ce qui permettrait en fait d'augmenter les ressources de manière très importante, à tel point qu'en fait le système serait idéal pour 2050 au moins, et d'ici là on pourrait déjà voir un peu ce qui se passe, puisqu'on n'est pas encore là. Eh bien, ça, le gouvernement s'y refuse totalement, puisque qui est contre? Eh bien, le MEDEF, qui refuse que l'on touche à ce qu'il appelle le sacro-saint coût du travail, qui doit rester suffisamment bas pour que la France soit compétitive. Donc, on ne peut pas jouer sur ce levier du tout. Voilà, donc ça, pour le financement, du coup, c'est finalement assez clair. C'est, à mon avis, la plus grosse entourloupe en fait, de ce projet de loi. La justice sociale, c'est pas forcément mieux. Alors j'ai juste mis, pour faire assez sobre, 2 graphiques ici. Alors, en fait, donc le premier, ça c'est un truc de l'INSEE, on pourrait trouver encore plus actuel, je pense, mais bon, ça représente déjà assez bien la situation. C'est en 2017. Nous avons donc le taux d'emploi par âge en 2017. Donc en bleu sont les femmes et en rouge, en rouge les hommes. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de gens qui sont en emploi, par exemple, si on prend 60 ans, eh bien, on a à peu près 45% des gens qui sont en emploi en France à 60 ans. Ça veut dire que les autres, eh bien, ils sont soit au chômage, soit en retraite, soit déjà partis en retraite, soit en activité, dans différentes situations. Donc ça, du coup, ça c'est assez significatif d'un problème, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'emploi pour les seniors, il n'y a pas d'emploi pour les seniors. Donc on a beau leur demander de travailler plus longtemps, ça n'a comme conséquence unique de leur faire perdre des points, puisque donc ils auront des années avec moins de cotisations. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit un certain Emmanuel Macron dans un discours de campagne présidentielle. Il indique qu'il ne touchera pas à l'âge notamment de départ à la retraite, puisque comme le marché du travail il n'y a pas de plein emploi pour les seniors aujourd'hui, ça n'a pas de sens, d'après lui, d'augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est un peu ironique à présent. Et donc enfin, on a un autre graphique par rapport à la justice sociale, c'est par rapport à l'espérance de vie, bien sûr.
Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, effectivement, donc pour les femmes, elle est d'environ 85 ans, et pour les hommes, d'environ 80 ans, un peu moins, voilà, 80 ans environ. Mais que l'espérance de vie en bonne santé, elle est plus proche de 64 ans pour les deux sexes, ce qui est donc est inférieur à l'âge d'équilibre annoncé par le gouvernement. En 1910, il y a déjà eu un projet de réforme un projet de retraite porté par le gouvernement. Et en 1910, le gouvernement a voulu mettre en place un projet de retraite pour les ouvriers. La CGT était contre, ce qui est un peu bizarre de la part d'un syndicat ouvrier. Et en fait, donc, ce qui se passait, c'est que le gouvernement voulait mettre en place une retraite à partir de 65 ans, alors que l'espérance de vie était de 48 ans à l'époque. Donc la CGT disait que c'était un projet de loi pour les morts. Et bien ici, c'est un projet de loi en fait pour les malades finalement. Nous avons donc un projet de loi, nous allons partir à la retraite cassé par nos longues années de travail. Voilà, donc ça c'est un graphique général, mais en fait on pourrait le décliner par catégorie. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, en France, les 5% les plus riches vivent 13 ans de plus que les 5% les plus pauvres. C'est énorme. Donc en fait, on est dans une situation où il y a des disparités énormes d'espérance de vie. Et c'est pour ça, à mon avis, que l'idée de 1 euro cotisé égale les mêmes droits pour tout le monde, c'est profondément injuste. En fait, c'est une prime à ceux qui vivent longtemps, c'est une prime à ceux qui pourront en bénéficier pendant, mettons, 20 ans après leur départ à la retraite, alors que d'autres en bénéficieront que pendant 4 ans ou 5 ans. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus, et je pense qu'on peut peut-être passer aux questions, parce que Juliette est assez longue peut-être. Donc s'il y a des questions, des points qui vous interpellent, eh bien n'hésitez pas.